Bonsoir. Stéphane Brisé. Deuxième prise. Merci Stéphane d'être là. Au passage, tu rappelais, mais c'était vrai, je me souvenais, que tu avais fait un seul débat en France sur la loi du marché au Méliès de Montreuil. Quand même, pas mal. Qui était déjà un formidable film, à ceci près que quand on voit celui-là, on se dit mais comment on peut enchaîner aussi vite deux films aussi différents en apparence, enfin quand même en termes de production, de projet, d'écriture. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est opérée cette conjonction? Tiens, on fait des expériences un peu de lumière. Bonsoir, merci d'être venu, merci de rester aussi pour partager ce moment, il est tard, ça fait plaisir. En fait, Une vie a été initiée, en fait, j'ai commencé le travail en janvier 2012 sur l'écriture, sur l'adaptation, et puis il a fallu du temps, c'était un temps assez long pour finalement se détacher du roman, oublier le roman, ça c'était la plus grosse bataille en fait. Et puis il y a eu une première version en juin 2012, et puis après je l'ai un peu abandonné, je doutais de ce désir, je pense qu'il y avait quelque chose qui m'a... Je comprenais que ça allait être un gros morceau, j'étais un peu impressionné, tétanisé par le truc. Et puis l'année d'après, en mars, je me souviens, je suis retourné voir le producteur, je dis mais en fait je pense toujours à Jeanne, et donc je vais m'y mettre, et définitivement, et on verra le temps que ça prendra, mais je le fais. Et puis en fin 2013, il y a une version qui était prête, qui circulait pour avoir de l'argent, et comme on savait qu'il fallait un peu de temps pour réunir le budget, c'est à ce moment-là que j'ai écrit, et là pour le coup très rapidement, en 16 mois, écrit, tourné, monté La loi du marché, qui est sorti tout de suite à la fin de la fabrication, puis il y a eu Cannes, et puis voilà. Et le succès de La loi du marché a aidé à boucler le financement quand même d'une vie, clairement. Alors, tu as commencé en 2012, mais en fait, c'est un projet auquel tu penses depuis beaucoup plus longtemps que ça. Ouais, ça fait une vingtaine d'années que j'avais lu le roman, et il y a eu un attachement immédiat, en fait, à cette jeune femme. Je pense que j'ai projeté quelque chose de mon propre rapport au monde, de quelque chose qui avait été de l'ordre de mon propre rapport au monde. J'y voyais quelque chose de familier, il y avait une fraternité avec cette jeune femme, malgré l'époque lointaine, malgré le milieu qui n'a rien à voir avec ce que je peux connaître. Et il y avait néanmoins quelque chose qui me reliait à elle. Et puis chaque année ou tous les 2 ans, je relisais le roman, qui tout doucement, les choses se sont affinées. J'ai pu mettre des mots tout doucement sur ce lien qu'il y avait avec Jeanne. Et c'est cette difficulté à faire le deuil d'un paradis, le paradis de l'enfance, un paradis qui s'éloigne, et elle reste accrochée férocement, et peut-être parfois pathétiquement à ce regard-là, très pur, donc ce qui en fait sa beauté, et en même temps l'endroit de la tragédie, et ça je trouve ça très émouvant, et clairement j'y ai projeté un petit bout de ma propre histoire. Alors il y a ce paradis de l'enfance, mais il y a aussi dans le roman, en l'occurrence, ce rapport au cloître, qui est en fait le couvent dans lequel elle sort dans la toute première ligne du roman. Ça, tu l'as déplacé par exemple, alors que le film aurait pu s'ouvrir sur cette sortie du couvent, qui est une espèce d'aspiration à la vie, de renaissance littéralement. Tu l'as mis ailleurs dans le film. Pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi, première question un peu concrète sur l'adaptation, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi de partir de cet endroit-là d'isolement du monde, de protection excessive, qui renvoie par ailleurs au rôle du père, par exemple, qui est dans cette surprotection-là? Alors le roman, je l'ai lu il y a longtemps maintenant, parce que tout le travail était justement d'oublier le roman. Mais au début du livre, quand elle sort, en fait, il ne raconte pas, en fait, elle, à l'intérieur du couvent. Elle est tout de suite dans la sortie, dans l'enthousiasme de la sortie, puis tout de suite, elle reste une soirée, enfin, quelques soirs à Rouen, puis elle prend ses bagages avec ses parents pour arriver au peuple. Dans la première phrase du roman, je l'ai commenté tout à l'heure en cours, donc je crois que je l'ai encore, c'est « Jeanne ayant fini ses malles, elle s'approcha de la fenêtre, mais la pluie ne cessait pas. » Oui, c'est ça, hein. Effectivement, il pleut au départ. Mais il y a eu tellement de versions du scénar, c'est un travail tellement long, tellement... c'est un bras de fer, en fait. Et ce qu'il y a de... Avec le livre, tu veux dire? Oui, avec le livre, ouais. C'est-à-dire que c'est tellement bien foutu, hein, clairement, à l'écriture, que on croit
complètement naïvement qu'on va mettre ses pas dans les pas de Maupassant et que l'adaptation va être assez simple, que l'histoire est déjà écrite. Et en fait, c'est pas du tout ça. Il ne faut rien faire comme il fait. Et en même temps, je ne peux pas ne pas utiliser les événements saillants de la dramaturgie parce que dans ce type de roman, les gens savent ce qui se passe et ils tiennent aussi. Et par ailleurs, c'est quand même pas con comme événement. Il s'est bien pensé. Donc, il faut à la fois faire avec ce qui existe et qui est nécessaire et en même temps relier chacun de ces éléments saillants par un autre chemin de cinéma. Et puis, la grande question de ce travail, sur ce livre-là, c'est le temps. Comment, au cinéma, raconter le temps qui passe. Il y a quasiment 27 ans, je crois, c'est ça, la durée du roman. Ouais. L'action. Ouais, une trentaine d'années, ouais. Et donc, comment on fait passer ce temps? Alors, lui, il le fait passer d'une manière totalement chronologique. Et au départ, très honnêtement, le scénario commence à s'écrire de manière chronologique. Et puis tout de suite, on voit qu'il y a des choses qui... Ça prend trop de temps, c'est laborieux, et puis très classique aussi. Il y a quelque chose qui sont un peu à la poussière. Mais c'est surtout qu'à ce moment-là, je me retrouve avec une histoire qui fait un scénario qui fait 320 pages. Ça n'a aucun sens. T'as une version comme ça? Non, parce que dès le début, pendant qu'on écrit, on voit bien que c'est pas la bonne solution. Donc, je serais allé vers un énorme scénario, mais je n'ai pas le courage, parce que ça n'a pas de sens. Donc, il y a le scénario qu'on a tourné, il y a déjà des ellipses, il y a des flashbacks, Mais le travail sur le temps, c'est un travail de montage, en fait. Et ce qu'il y a de je trouve très très émouvant, c'est que lui raconte ses 27 ans d'une manière chronologique, parce que quand on lit un livre aussi, l'expérience de la lecture est une expérience longue. On ne va pas mettre 2h30 pour lire ce bouquin, on va mettre 10, 15, 20 heures, 25 heures. C'est déjà une expérience de temps long dans lequel on va être confronté à un long temps de narration. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'outil que moi j'ai utilisé pour parler, pour évoquer ce temps long qui passe, c'est l'ellipse. Et finalement, ce qui est extraordinaire, c'est que l'ellipse, par essence, c'est du non-temps, c'est rien. C'est-à-dire qu'il y a deux scènes qui sont collées côte à côte, et dans ce non-temps, on peut faire passer 3 minutes ou 30 ans. Et je trouve ça assez extraordinaire de se dire que il faut prendre l'outil qui est exactement à l'opposé du temps pour raconter le temps. Et il permet cet outil-là de faire des sauts, mais vraiment de parler du temps, parce que quand on montre côte à côte une femme, la même femme jeune et vieille, ou vieille et jeune, tout de suite, on a cette idée du temps. C'est comme quand on regarde une photo, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une personne âgée qui regarde une photo d'elle-même, jeune, et on a dans le même espace deux époques. Et ça, je trouve ça très, très émouvant comme découverte, en fait, de cinéma, pour moi. Enfin, je n'ai pas inventé l'ellipse, hein, je le découvrais dans mon travail. Les flashbacks, les flash-forwards, je découvrais ça dans mon travail. C'est émouvant, mais pour le coup, ça force un peu ton cinéma. On a l'impression que les règles bougent, notamment sur cette question mise en place par les précédents films, qui était un cinéma très sensible, très attentif, très, très proche des gens, parfois du temps réel. Enfin, et tout à coup, là, on est effectivement sur un cinéma beaucoup plus elliptique, qui procède par aller-retour, et qui se coltine à la question du maquillage, par exemple, qui est une question compliquée dans un film comme ça, parce que 27 ans qui passent sur le visage d'une actrice et des gens autour d'elle, comment est-ce que tu choisis de le renforcer ou au contraire de le rendre suffisamment léger? Comment tu as, toi, traité cette question-là de la métamorphose des corps à la faveur de ces 27 ans d'ellipse, de passage en tout cas? Alors, ce qu'il y a quand même de commun avec les autres films, le travail que je fais, c'est que je prends le temps dans les scènes. Mais j'ai toujours travaillé à passer rapidement d'une scène à une autre. Alors là, en plus, il y a des allers et retours dans le temps, chose qui n'est pas dans les autres films, parce que ça se passait dans un temps très court, mais l'intérieur des séquences, je suis sur un temps... voilà, je tire sur les choses. En fait, je ne tire pas, j'ai l'impression de regarder les choses en temps réel, quoi.
et que souvent le cinéma a une tendance un petit peu à accélérer le temps réel, à la fois par la vitesse de dialogue, la façon de parler, le montage qui est souvent très rapide. Mais effectivement, il y avait cette question de on va faire vieillir les corps. Et moi qui ne jure que par le réalisme, filmer du vrai, voilà, par définition, filmer du maquillage, la personne n'est pas vraiment plus jeune, elle n'a pas vraiment 20 ans, et elle n'a pas du tout 50 ans. Donc ça a été une chose importante qu'on a faite avant le tournage, c'était des essais de maquillage avec costume et coiffure de Judith et de Jean-Pierre. Et très sincèrement, alors qu'il y avait déjà de l'argent qui était là, sur le film, si ça ne marchait pas à ce moment-là, pour moi, j'aurais pas fait le film. Parce que je sais que sinon je serais allé au casse-pipe. Par rapport à la manière dont je veux filmer les choses, je savais que j'allais filmer Judith Chemla en très gros plan, et il faut vraiment qu'on ait l'impression que je filme quelqu'un qui a vieilli, que sa peau a vieilli, ou au contraire qu'elle est plus jeune. Si ça ne fonctionne pas, ça devient grotesque. Dans ce type de cinéma, parce qu'on peut faire des films avec des maquillages beaucoup plus, on va dire, voyants, comme quand Cotillard fait La Môme, c'est plus voyant, mais le film est plus... c'est pas le même type de film. Dans ce type de film, il fallait que ça fonctionne comme ça. Mais ça fonctionne. Il faut donc un maquillage qui ne se voit pas, qui ne soit pas trop lourd. Il faut une bonne maquilleuse, une bonne coiffeuse, une bonne costumière, un bon chef opérateur, parce que tout ça c'est clair, mais il faut surtout des grands comédiens. Et sans grands comédiens, ça ne passe pas. Et le jour du maquillage, on a fait les essais, donc la première, on fait d'abord Jeanne jeune, et je suis déjà saisi par le rajeunissement de Judith, Judith quand on a donné 32 ans, donc elle a 33 maintenant, et elle sort de maquillage, et je me dis, putain, c'est fou, quoi. Il ne s'est pas passé, c'est pas dément en termes de maquillage, il n'y a pas une épaisseur mais je dis, c'est quand même fou, et c'est elle, c'est son corps, comme Jean-Pierre, c'est un corps qui est plus jeune, un regard qui est plus jeune, une lumière qui est là, et quand elle a, 2h30 plus tard, après elle était devenue vieille, et ben j'ai vu une femme, et puis Jean-Pierre pour le coup, deux personnes plus âgées. Et je vais vous raconter une anecdote assez incroyable. On était en train de tourner les scènes de bateau. Et donc il y a la scène du bateau avec Julien, au début du film, et puis il y a une scène avec son fils. Donc à un moment, elle a 20 ans, et après, elle a une quarantaine d'années. Et donc on commence par le matin à tourner les scènes de bateau avec Julien. C'était plus simple de faire d'abord elle jeune, ensuite elle. Et on tourne les scènes de bateau. Entre parenthèses, quand vous les voyez très amoureux, je suis en train de vomir derrière. C'était terrible. C'était dire oui, parce qu'il faut raconter des petits trucs. C'est-à-dire qu'il y a le bateau qui fait ça, et vous regardez votre écran qui fait ça, mais pas en même temps, donc il y a le cerveau qui voit deux trucs. C'est l'enfer. Voilà. Donc, et puis, on tourne ça. Je tente de le faire, pathétiquement, la tête par-dessus le bastingage. Et on va déjeuner. Et l'après-midi, on amène un deuxième bateau. Et puis Judith, elle arrive avec son maquillage de 40 ans. Et elle m'arrête. Il dit, c'est la même dame que ce matin. Je dis, bah ouais, je ne l'ai pas reconnue. Il dit, bah, c'est la dame de ce matin, vous êtes. Ah, il dit là, et je dis, ce matin, vous lui donniez quel âge? Il dit, ah, ce matin, bah, c'était une dame de 20 ans. Hein, et je dis, là, ah, bah là, la 40, là. C'est gagné. Je dis, grâce à ça, je sais que le truc fonctionne bien. Voilà. Donc, il fallait que ça fonctionne. Et on est bien au-delà du plastique, là. Là, moi, ça bouge là. Judith Chemla, c'est énorme. Judith Chemla, c'est énorme. C'est-à-dire que je ne connaissais pas Judith avant, elle avait fait quelques petits rôles, je la connaissais de nom, mais pas plus que ça. Pour Noémie Lvovsky, entre autres. Voilà, c'est ça. Mais je vois ça à l'écran, je vois cet espace, cette liberté de jeu, cette intelligence, ce non-limite de jeu, c'est quelque chose de très très rare. Très très rare. Moi j'ai eu en actrice Sandrine Kiberlin qui m'a très très impressionné par son état de disponibilité. C'est ça je trouve les grands acteurs. Sa capacité à être
et à se laisser être devant la caméra, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et là, Judith, c'est très impressionnant. Et ce que je trouve formidable, c'est de voir une actrice réellement naître à l'écran. Elle est là, dans un rôle... il faut ça pour ces gens-là. Il faut quelque chose il faut des premiers rôles, il faut quelque chose de grand pour ces gens-là. Parce que c'est des gens uniques. Elle est unique, Judith. C'est bouleversant de voir un talent aussi grand. D'où ça vient, quoi, cette capacité-là. Moi, je trouve ça extraordinaire de voir ça. On a compris que Stéphane Brisé aimait beaucoup ses acteurs. Mais je peux être très... Il y a des cinéastes très cyniques qui considèrent que c'est du bétail, comme dirait l'autre. Il y a des gens chez qui c'est du moteur. Non, mais je ne pas tous de la même manière. Il y a quelque chose, quand on est face à l'exceptionnel, c'est un cadeau, quoi. Et sans Judith, parce qu'elle est quand même de tous les plans, ça ressemble à rien, le film. Il est porté par le mystère de Judith aussi, clairement. Et je ne vis pas avec Judith, on n'a pas d'histoire, oui. C'est un amour platonique. Qui veut poser la première question ou émettre la première réaction? Ah oui. Ouais. Pourquoi ce choix de filmer je sais plus. En 1,33. Le format. Pourquoi ce choix? C'est le choix d'un format, c'est quelque chose au départ, comme tout ce que je choisis de faire, en fait, pas très réfléchi. Après, je peux dire des phrases très intelligentes sur ce que je fais, ou tenter de faire des phrases à peu près intelligentes, mais très honnêtement, au départ, je suis pas quelqu'un je fais pas une thèse avant sur le format. Mais néanmoins, s'il y a bien une des premières décisions de mise en scène importantes à faire, c'est quel format. Scope, un 66, un 85, on a le choix. Et j'avais l'intuition de ce cadre, de la justesse de ce cadre, de ce format. Mais je vais questionner cette intuition. Donc je fais des essais avec l'acteur en costume, et je le fais en scope. Avec, par contre, une chose qui était sûre, là, qui n'était pas discutable pour moi, c'était la caméra à l'épaule. Le film est intégralement tourné à l'épaule, et c'était comme ça. Pour moi, c'était sûr. Je n'ai pas questionné ce choix. Après, je peux mettre des mots aussi sur ce choix-là. Mais je fais ma tentative en scope. Et il y avait quelque chose que je trouvais immédiatement assez ringard, en fait. Comme si j'avais voulu, avec ma caméra à l'épaule et mon format scope, forcer le modernisme. Et ça fait un film un peu comme aujourd'hui, et pourtant ils sont en costume. Il y avait quelque chose de très faux à ce moment-là, même très poussiéreux. Et donc, dans la foulée, je fais mon essai en format 1.33. Et là, pour moi, je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit parce qu'immédiatement, ce cadre 1.33, ce carré, crée la boîte, crée l'enfermement. Et pour moi, c'est juste parce que c'est une histoire d'enfermement. C'est quelqu'un qui est enfermé dans sa propre, dans quelque chose qu'elle ne veut pas lâcher et qui l'enferme. Et là, je suis, pour moi, au bon endroit. Voilà. Et puis, ça me permet ensuite de faire exister, finalement, d'une façon très subjective, le monde extérieur. C'est-à-dire que, pour moi, Jeanne s'inscrit totalement dans la nature, comme du minéral ou du végétal. Elle est dans la nature. Elle a une foi exacerbée en la nature. Pour elle, la nature ne ment pas. Jeanne ne ment pas. Donc elle est un élément de la nature. Donc je fais exister la nature très fortement, surtout par les sons, quand je la filme. Et ça me permettait que la nature, à ce moment-là, soit, au niveau du son, soit une évocation, et non pas une illustration de ce qu'on verrait dans un coin du cadre. C'est-à-dire que si je filme Judith, même en scope, même en plan serré, il va me rester la moitié du cadre avec quelque chose d'autre. Et à ce moment-là, le son commente ce qu'on voit, ce qu'on aperçoit, alors que là, il devient de la pure évocation. Je trouve ça plus intéressant. Le petit prodige, c'est qu'on pourrait penser que c'est pour des raisons économiques, parce que du coup, il y a moins de décors à prendre en charge, il y a moins de reconstruction du château, voilà.
Alors que... Alors que ce qu'on sent vraiment, c'est cette poétique de l'enfermement, parce qu'on est tellement près des visages, tellement dans le mouvement des acteurs, que tu crées la nécessité, qu'on finit par totalement balayer cette explication qui est uniquement une approche budgétaire, quoi. Oui, bien sûr, mais c'est... alors, dans les salles, il y a des gens qui travaillent sur le film à la déco. Et je ne doute pas qu'ils peuvent même être un peu déçus de ne pas voir beaucoup de décors. Hein? En tout cas, c'est ce que m'a assez spontanément dit la chef décoratrice, que j'adore. Mais je la voyais, même quand j'avais sur le plateau et qu'elle regardait le cadre dans le retour vidéo, je bien qu'il n'y a pas tant de décors que ça. Et elle me dit, tiens Stéphane, on ne voit pas beaucoup de décors. Je dis, ouais, mais les acteurs le voient. Et c'est ce qui est important. Moi, j'ai besoin, et ben, ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que à ce moment-là, ces gens, Judith, Jean-Pierre, Yolande, soit etc., ils sont au 19e siècle et tout est juste autour d'eux, tout est vrai. Moi, j'ai pas à me forcer à plus le filmer que je filmerais un pavillon de banlieue. Mais je conçois qu'il peut y avoir une frustration du décorateur. Moi, je voulais vous parler un petit peu des dialogues. Vous avez parlé de votre proximité avec l'histoire de Jeanne, et moi, j'ai été frappé par peut-être pas tout le monde, moi j'ai été frappé par la modernité de ton que vous avez donné par les dialogues, spécialement à Jeanne. Alors que je pense que les autres personnages sont plus dans des dialogues du 19e siècle, un peu on dit en costume, quoi. Je pense, j'ai trouvé moi, voilà, c'est l'impression que j'ai eue comme ça, brutalement, à la sortie du film, qu'il y avait une modernité qui m'a, j'ai trouvé pertinente, très pertinente. C'était quelque chose d'important. Et volontaire ou... On ne va pas se raconter l'histoire, tout est volontaire sur un film. Oui. Et en même temps, il y a plein de choses que vous allez voir auxquelles je n'ai même pas pensé. C'est ça qui est très étrange, c'est qu'on m'a posé 1,5 million de questions, j'ai répondu 1,5 million de fois, donc tout est décidé, et la couleur de tout, voilà. Et en même temps, il y a plein de choses qui nous échappent. Mais oui, évidemment, là, au moment des dialogues, c'est une vraie question, c'est comment on les fait parler. Et en même temps, j'y étais pas au 19e siècle, chez ces gens-là. Et néanmoins, je voulais quelque chose de vrai. Et donc, on avait une conseillère, alors le scénario avait été lu par un conseiller, d'ailleurs, elle est créditée au générique, conseillère français 19e siècle, voilà. Et c'est quelqu'un qui était même, pour moi, très contraignant sur le plateau. Pour ceux qui étaient avec moi, ils ont vu que j'étais pas tout le temps très sympathique, parce qu'en fait, elle venait toujours me dire, à la fin d'une prise, ouais, mais ça, ils ne peuvent pas le dire, parce que, etc. C'était très intrusif à ce moment-là. Et donc, le scénario était passé au tamis de quelqu'un qui s'y connaît, en tout cas dans cette langue. Et puis, au moment du tournage, sur le plateau, la personne était là et prenait des notes à chaque prise pour dire ça il ne peut pas le dire, ça il peut le dire. Donc, j'allais leur dire de corriger certains trucs parce que des fois, alors le texte était appris, donc j'avais la contrainte un peu du par cœur parce que on ne peut pas totalement improviser parce que sinon on est dans des tics de langage d'aujourd'hui des formulations d'aujourd'hui. Sur les questions, par exemple, aujourd'hui, les questions se posent à la forme affirmative, c'est-à-dire tu viens au Méliès ce soir. Alors qu'à l'époque, on aurait dit est-ce que tu viens au Méliès ou est-ce que viens-tu au Méliès? Et donc, cette forme affirmative prend énormément de place et on ne peut pas le contrôler. C'est impossible à contrôler. Donc, on devait passer quand même par quelque chose d'écrit. Et comme je déteste ça, c'était une contrainte que j'avais sur les épaules. Et puis certains mots qui ne peuvent pas se dire. Donc leur langue à eux, le baron, la baronne, et Jeanne et Julien, c'est très scruté. Ça. Par contre, les curés, la bonne, tout ça, ils peuvent parler un peu comme ils veulent, en évitant les ouais, super, enfin, voilà. Ça, c'est facile à éviter. Ça. Mais par contre, je ne sais pas, si Jeanne, on a le sentiment qu'elle parle de manière un petit peu plus moderne, je pense que c'est tout simplement peut-être le rapport de Judith à son propre texte qu'elle digère peut-être d'une autre manière. Il n'y a pas de quelque chose de plus particulier sur Judith ou sur...
ils sont chacun dans des codes très 19e, très précis. Ce qu'il y a de plus particulier, c'est l'écart avec le texte de Maupassant sur les personnages les plus pauvres. Parce que chez Maupassant, il y a un travail sur l'argot. Ouais, c'est comme dans les pièces de Molière, on voit les mecs parler avec un peu paysan. Ça, dans l'idéal, il faudrait trouver des gens qui parlent vraiment comme ça. Mais, ou alors, si on le joue, ça devient grotesque. Donc je préfère ça, faire presque un anachronisme et les faire parler assez normalement, parce que c'est aussi vu avec notre regard d'aujourd'hui. Donc ça passe. Mais il y a, je crois que c'était dans Saint-Cyr, elle est allée plus loin dans ce travail-là, de Patrice Amazui, c'était vachement bien foutu ça. Mais là, voilà, on se crée des priorités, et puis à cet endroit-là, je ne suis pas à l'endroit du réel, clairement. Ils parlaient moins bien, enfin ils avaient un truc, un argot du coin, certainement que... Voilà, je ne suis pas allé jusque-là. Bien fait. Oui, en fait, il y a peut-être aussi quelque chose qui rend très contemporain le roman, c'est le silence. Parce que finalement, dans Maupassant, il y a énormément de descriptions, il y a énormément de commentaires internes à la psychologie des personnages. Et là, ça disparaît, enfin, je veux dire, c'est l'image qui remplace. Donc, ce qu'il y a de formidable, c'est que enfin, moi, j'ai ressenti un grand silence. Oui. Et je trouve que ce silence est finalement très contemporain par rapport... Enfin, j'ai l'impression que c'est ce qui nous rend le film contemporain. Alors, il y a des silences, parce que pour moi, les silences, la vie est pleine de silence. Donc, comme j'ai envie d'attraper quelque chose qui a à voir avec la vie, je n'ai pas peur de les faire exister, ces silences. Mais alors, s'il y a bien un truc qu'on a en commun, et je l'ai découvert très tard avec Maupassant, alors ça, c'est très chouette de découvrir ça. Donc, c'est cette conseillère 19e qui m'a envoyé un texte récemment, écrit par Maupassant, qui dit qu'il haït profondément les auteurs qui font de la psychologie. Il ne veut... Non, mais des descriptions, il y en a. Non, mais je vais poser une question. Oui, il y a des descriptions de nature, parce que c'est par des descriptions de nature qui nous permet d'accéder à des émotions et des images, mais sur les personnages, depuis le début, que j'ai écrit ma première ligne de scénario il y a quelques années, je me suis toujours refusé à la moindre psychologisation. C'est-à-dire qu'aucun des personnages ne doit commenter, expliquer sa façon d'être, ni à lui, ni celui d'en face. Et je découvre ce texte écrit par Maupassant, je découvre il y a très peu de temps ce texte, où il explique qu'il ne veut faire comprendre la psychologie des personnages que par leurs actes, et uniquement par leurs actes. Et qu'il méprise profondément les auteurs qui le font, parce que pour lui, ce sont des facilités. Et ça, j'étais étonné de voir que là, il y a quelque chose qui procède de la même démarche, et peut-être que ça a fait partie aussi de l'attachement que j'avais. Parce qu'il y a quelque chose, ils bougent, ils parlent, et ils évoquent quelque chose, ils nous racontent quelque chose. Mais il y a zéro, vraiment pour le coup, dans son travail, zéro psychologisation. C'était très affirmé de sa part. Et alors, la nature, elle est... Moi, je filme, ou je la donne à entendre. Voilà. Elle existe par ça. Mais lui, il a que les mots, il n'a pas les images. Donc il fait... mais les dialogues dans le roman, que je ne reprends pas du tout, mais sont quand même très parlés. Hein. Le baron et la baronne ne parlent pas d'une manière très affectée, avec des voulez-vous que, daignez-vous. Ils parlent très simplement. Je peux peut-être développer un peu, Stéphane, sur la place de la nature, parce que pour le coup, c'est un des points de rencontre entre le film et le roman. C'est-à-dire que la nature a vraiment pour fonction d'exprimer justement la psychologie de Jeanne en particulier à la place des mots, oui. Puisque l'évolution même du climat vient rendre compte de ce qui, enfin, je ne sais plus quel est le terme utilisé dans les toutes premières pages du roman, espèce de gel progressif, quoi. Elle est comme gangrénée. Oui. Et du coup, la nature, dans le roman, va tendre vers précisément la glaciation, vers la présence de la neige. Et moi, j'ai l'impression que tu transposes ça, pour des raisons soit plastiques, soit budgétaires, soit je ne sais pas, mais c'est une question, vraiment sur la présence de la flotte, que j'évoquais tout à l'heure, parce que c'est aussi l'ouverture du roman. C'est-à-dire que c'est très humide, quoi. C'est très... donc on a la Normandie. C'est la Normandie, c'est vrai.
Mais tu peux ne pas la filmer. Par exemple, quand il part à la chasse, à cheval, il pleut. Il y a d'ailleurs un plan très, très abstrait, très beau, comme ça, où on voit le sol totalement gorgé d'eau. Et donc, j'ai l'impression que la nature, là, raconte vraiment quelque chose sur les sentiments des personnages et que c'était un des points de convergence possibles avec le livre. Oui, alors ça, c'est quelque chose. S'il y a des choses auxquelles il faut échapper dans une adaptation, il y avait quelque chose que je voulais traduire très précisément, c'était justement l'utilisation de la nature pour être la musique, en fait, de la psyché de Jeanne. Ça, c'est quelque chose auquel j'étais très attaché. Et c'est pour ça que quand je fais exister la nature en son, pour moi, je fais exister ce qui se passe dans la tête de Jeanne. J'avais jamais, moi, autant été confronté aux éléments extérieurs dans les films. Les films, ils se passent dans des bureaux, dans les appartements, dans les maisons. Et ça a été une tannée, vous ne pouvez pas savoir. Sur 50 jours de tournage, j'ai eu 40 jours où la météo, c'était le contraire de ce qu'on voulait. Voilà. Donc, on a tourné sur 3 saisons. Donc, au mois de septembre l'année dernière, où on espérait du beau temps, il pleuvait tout le temps. On attendait, on a passé notre temps à attendre que les nuages veuillent bien s'écarter pour laisser passer le soleil quelques minutes. En automne, j'attendais à ce qu'il se fasse plus couvert, et il ne faisait que beau. Donc on passait notre temps à couper le soleil pour les intérieurs. Et il a fait juste ce qu'il fallait pour l'hiver. Mais c'était très important pour moi, là, d'attendre qu'il fasse beau. C'était terrible, vous ne savez dans quel état j'étais sur le plateau. Parce que à la fin de la journée, on vous dit, t'es en retard, mais c'est pas de ma faute, c'est le soleil qui n'était pas là. Et c'était très important de capter ça, de capter ces moments de soleil, parce que je crois que dans l'inconscient collectif, les sons de la nature racontent quelque chose. Le chant des oiseaux, le bourdonnement d'une guêpe qui passe, d'une abeille, ça raconte quelque chose. La chaleur a aussi une épaisseur, ça se traduit aussi dans les sons. Et puis la pluie, le vent, le froid, ça aussi, c'est des sons et qui nous racontent quelque chose. Et ça, je voulais absolument qu'ils traduisent la psyché de Jeanne, parce que, ce que j'expliquais tout à l'heure, Jeanne est un élément de la nature. N'importe quel homme est un élément de la nature, mais Jeanne est un élément de la nature qui ne ment pas. Elle n'est pas devenue une adulte corrompue. Elle veut rester elle veut garder un regard d'enfant sur le monde. Elle croit que l'homme ne ment pas, elle croit que l'homme est bon. Et en fait, c'est parce qu'elle n'accepte pas, elle refuse, ou elle ne peut pas, elle ne veut pas, elle ne sait pas regarder les choses en face du monde adulte qu'elle reste accrochée à un regard d'enfant. C'est ce qui fait que sa vie est un drame. Ce qui est beau est en même temps tragique. C'est un élément de la nature, mais pour faire un jeu de mots, à la toute fin du film, ça devient presque une nature morte. Il y a plusieurs plans où tu la filmes, d'ailleurs souvent à l'orée de la propriété, et où elle est dans des formes comme ça triangulaires, très très proches de l'arbre qui est juste à côté d'elle, dans une espèce de gag visuel qui évoque un truc dans Mon oncle de Tati, d'ailleurs, quand elle se cache, tout ça. Enfin, elle devient vraiment un élément du décor, quoi. Ah oui, complètement. Elle est gelant sur place. Oui, quand son père est mort et qu'elle est face à sa fenêtre, elle ne bouge plus. Et elle est un élément quasi minéral posé là. Et là, l'intuition de la caméra à l'épaule est pour que, quand je filme ces moments fixes, c'est néanmoins à l'épaule, parce que, pour moi, Jeanne refuse, et comme une petite flamme de bougie qui refuse de s'éteindre malgré les bourrasques de vent qui tentent de l'éteindre, mais cette petite vibration, même sur un plan fixe, à l'épaule, pour moi, tente de traduire que Jeanne reste vivante, coûte que coûte, et croit encore à une petite lumière. Ça, c'était pour traduire ça, cette caméra à l'épaule, et c'est quelque chose l'intuition de départ, pour moi, était juste. Mais pour ces moments-là, pas tellement pour suivre des gens en train de marcher, ça, c'est pas très compliqué, c'est pour, justement, les moments de fixité qui restent une vibration, qui est la vibration de vie de Jeanne. Du coup, juste pour conclure sur ces aspects météo aussi, pourquoi tu choisis de ne pas respecter cette espèce de gel progressif, la grande séquence peut-être qu'on mémorise quand
vient de lire le livre, c'est la séquence de découverte de l'adultère avec Rosalie, où elle part, moment assez magique dans le film par ailleurs, où on voit les deux corps là, en chemise de nuit qui se coursent l'un l'autre comme des fantômes dans le parc. Dans cette séquence-là, un peu différent dans le roman, il y a plusieurs autres exemples, et là ça se passe sous la neige dans le roman par exemple. Donc, pour le coup, dans l'évolution générale du récit chez Maupassant, on est en voie vers la glaciation que le film met en scène. Ouais. Toi, tu ne choisis pas ce parti pris-là. Ça, c'est budgétaire, c'est plastique, c'est la couleur blanche. C'est pas budgétaire, parce qu'il se trouve que tout ce que j'ai eu envie de faire, je pouvais le faire. On n'avait pas un budget démentiel pour faire le film, mais voilà, j'avais la possibilité de faire ce que je souhaitais. Et la neige était prévue, en fait. On avait fait venir auparavant les spécialistes des effets spéciaux avec la neige. Je dit, ouais, on peut en mettre là, machin. Donc je pouvais avoir le parc recouvert de neige si je voulais. Et là où moi ça me posait un problème, c'est un problème visuel. C'est-à-dire que je savais que je voulais les faire courir dans la neige et que cette scène-là, de nuit, n'est pas tournée la nuit. En fait, c'est tourné le jour. C'est une nuit américaine. Et le problème, c'est que si de la nuit américaine, c'est que vous allez tourner de jour. Donc il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas le soleil qui bastonne, parce que sinon ça brille, en fait. Et la nuit, on peut voir, et je voulais, c'est ça aussi une des contraintes, c'est que j'avais une scène en extérieur, mais je voulais que le film, dans une démarche totalement réaliste, soit réaliste à ce moment-là aussi. C'est-à-dire que notre œil peut voir dans une nuit un peu, avec une lune un peu présente, notre œil peut voir, il voit à peu près ce qu'on voit dans le film. Donc, je fais cette nuit américaine, le problème c'est le blanc. Donc, par exemple, au moment où on tourne cette scène, le blanc de leur chemise, en fait, il n'est pas blanc. On les a passés au thé avant pour qu'elle soit un peu marron. Parce que c'est ce que ça renvoyait trop de lumière. Donc, si j'avais recouvert le sol de neige, j'étais obligé de me battre et je n'aurais pas gagné contre trop de blanc et trop de réverbération, et ma nuit américaine n'aurait pas été juste. En fait, c'est pour ça. Bonsoir. Alors, vous avez déjà beaucoup anticipé sur ma question. Vous avez parlé du format, de la caméra à l'épaule. J'avais une question concernant le montage, puisque vous faites des plans qui sont du coup toujours relativement en mouvement. Il y a très peu de cuts. Vous avez parlé de l'ellipse tout à l'heure. Comment vous avez choisi ce montage-là? Eh ben, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'était pour le rapport, toutes ces ellipses, c'était le rapport au temps. C'était de faire passer du temps. Ces ellipses me servent à me faire passer du temps. Dans un sens, rajeunir ou vieillir. Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, dans le rapport de raconter beaucoup de temps, dans le non-temps de l'ellipse. Mais là, j'ai l'impression de me répéter, en fait. Pardon, là, du coup, on peut désaxer un peu. L'une des audaces du film, c'est vraiment le moment où tu dissocies ce qu'on voit à l'image et ce qu'on entend dans la bande-son, avec des espèces d'envolées, tout à coup, presque lyriques, qui fonctionnent justement sur le décalage. Ouais. Ça, Je tournais le film dans les 5 premières semaines, donc les semaines d'été, et je suivais le scénario. Et globalement, les 5 premières semaines, j'ai filmé des salades qui poussaient, Jeanne qui gratouillait la terre avec son père, Jeanne assise au bord de l'eau, Jeanne qui montait la falaise, qui descendait la falaise, qui marche dans la nature, qui est assise à sa... Et j'ai dit, punaise, j'avais l'impression que tout ce que je filmais était juste, et ce que je n'avais jamais filmé de ma vie, j'avais jamais filmé la nature, le rapport à la nature comme ça, d'un individu dans la nature. J'adorais faire ça. Je dis, putain, mais en fait, je suis à l'aise avec ça. Alors que je pensais être à l'aise que en ville, non, j'étais à l'aise avec ça. Et en même temps, je dis, c'est immontable. C'est immontable. Je ne vais pas commencer... c'est-à-dire que si je respectais le montage, tel que c'était écrit dans le scénario, avant même qu'il y ait une phrase de prononcée, j'avais déjà, je pense, 1h15 de salade qui poussait, de mecs en train de marcher dans la nature. On a échappé belle, hein. Voilà. Donc là, j'ai quand même la conscience qu'il ne faut pas pousser ma mère dans les orties et qu'il va falloir être un petit peu plus actif dans le montage. Mais néanmoins, je dis, mais il y a quelque chose qui se passe dans ces images. Et c'est dès ce moment-là de tournage où je me dis que l'histoire va se raconter autrement. Ça va être l'histoire que je veux raconter, mais le film me dit que je ne peux pas respecter cette chronologie écrite. Et
comme on a tourné en 3 parties, on a eu des périodes de montage entre les parties de tournage. Et la première partie de montage, puisqu'on n'avait pas assez de séquences pour construire de la narration, ça a été des expériences. Et des expériences de choc, de décalage entre des images et des sons, dont j'avais une intuition. Mais après, il faut aller vérifier tout ça. Il y avait quand même des cargaisons, des heures d'images. C'est un film qui avait 140 heures de rush à l'arrivée. C'est beaucoup. Et on a fait des expériences, comme dans un laboratoire où on mélange des ingrédients, des choses, et il s'est passé des choses. Et la première des choses qui s'est passée, c'est Jeanne à sa fenêtre, avec ses parents en off, qui parlent. Et là, il y a dans cette image la cause et la conséquence. Et je trouve que ça me permet de raconter, alors de faire durer ce plan que je trouve très très beau sur Judith, voilà, qui s'éveille à quelque chose. Elle est filmée au petit matin. Et en même temps, on entend ce qui se passe. Je me suis assuré que la scène, vous voyez, il joue bien, Jean-Pierre et Yolande, ils jouent bien. Off. Et si je vous montre cette scène, je la trouve un peu chiante. Elle est un peu chiante parce que, ouais, on a déjà vu, c'est pas très intéressant. Et Jeanne à sa fenêtre, sans la voix off, au bout de 20 secondes, je coupe. Alors que là, je peux faire durer ça à 1 minute 40. Et c'est l'assemblage des deux qui est devenu passionnant. Et ça, on n'avait pas utilisé l'outil, cet outil-là pour toutes les séquences, mais je l'utilise au moins 2 grosses fois dans le film. Ça commence d'ailleurs avec la première voix off sur le poème de Ronsard. Oui, c'est ça. Qui est quand même un poème très prophétique, puisqu'il parle de la graine qui ne deviendra jamais un fruit mûr, etc. Donc, pour le coup, parle vraiment aussi de cette espèce d'aspiration vers la vie, mais qui n'offre que déception sur déception, de la question de l'enfantement, etc. Et pour le coup, c'est la première séquence qui fait vraiment décoller les spectateurs que je suis, parce que précisément, on a quand même un peu peur, en tout cas moi, d'une adaptation un peu littérale, de quelque chose qui serait excessivement fidèle, mais du coup un peu illustratif. Et pour moi, c'est déjà un premier symbole d'une libération. C'est-à-dire qu'il y a un rapport au texte qui, tout à coup, ne privilégiait pas nécessairement la question de la fidélité absolue, mais le sens et l'émotion produite par cette rencontre entre ces images successives de Jeanne s'ouvrant à la vie, et puis ce texte qui préfigure déjà qu'elle n'arrivera jamais à tenir les promesses de cette nouvelle vie. C'est vrai, et puis aussi dans le roman, il dit quand même qu'elle est dans un rapport très profond à la littérature, que ça fait vraiment très très partie de sa vie, et en entendant ce poème, et la manière dont le dit Judith, ce qu'elle le dit, elle dit des choses très poétiques, c'est pas simple à dire, elle dit, tout d'un coup ça devient concret, quoi. Les mots, il n'y a rien de chichiteux. Et de mêler ça avec ces images de elle dans la nature, il faut s'arrêter avant le tableau, hein. C'est toujours la question, est-ce que je ne suis pas allé trop loin? Mais j'étais le premier, moi, sur le plateau, à dire on arrête ça, j'ai l'impression d'être au musée. Il y avait certains cadres, il y a quelque chose que je trouvais poussiéreux des fois, donc on virait ça. C'est quoi, Nicolas? Est-ce que tu arrives à la définir? Quand est-ce que c'est trop pictural? Quand est-ce que c'est trop un tableau? Eh bien, parce qu'il y a quelque chose qui en fait, je sais pas, je trouve un peu désincarné. Par exemple, Judith, dans le scénar, elle joue du clavecin. Enfin, Jeanne joue du clavecin. Et il y a plein de séquences où elle joue du clavecin. Alors la musique devait être utilisée in, off, etc. Et Judith a passé 1 an à apprendre à faire du clavecin. Donc elle joue du piano, très bien, mais il fallait qu'elle apprenne plein de morceaux au clavecin. On avait installé une épinette chez elle, avec un petit clavecin, et pendant 1 an, elle a joué du clavecin. Et donc on est sur le plateau, on avait donc un clavecin qu'on ne voit même pas à l'arrivée. Elle est contente. Et ok, c'est le jour où Judith va jouer du clavecin, enfin une des premières séquences où elle joue du clavecin. Et Judith en costume, le clavecin, la bougie qui brûlait, je dis c'est pas possible, ça va pas le faire du tout. Déjà ça, là c'est physiquement, je réagis très physiquement, ça m'angoisse. Je dis là il y a quelque chose qui devient à ce moment-là un peu une petite gravure proprette. Il y avait quelque chose de propre et qui n'appartenait pas à mon désir de film. Donc ça, à ce moment-là, je dis, Jeanne ne joue plus de clavecin. Donc ce qui nous faisait du temps qui se libérait pour tourner d'autres choses, et donc d'aller dans le jardin filmer les salades. Mais non, il y avait aussi une autre fois, c'est un plan qu'on ne voit pas, vous voyez, c'est un plan assez court sur
la nourrice qui porte l'enfant de Jeanne dans le jardin. Et il y a un plan, ouais, Jeanne et son père sont en train de... Et la nourrice porte... cette nourrice, j'avais filmé une autre fois, quand Jeanne était avec Madame de Fourville, et elle s'occupait du gamin dans le salon. J'avais commencé par ça. Elle était à côté de la fenêtre, on a l'impression d'une pub pour un yaourt, quoi. C'était terrible. Enfin, c'est le yaourt ici de Vermeer en même temps. Ouais, c'est ça, l'espèce de faux Vermeer grotesque. Et donc c'est pour ça que finalement je l'ai filmé dans le jardin, je l'ai trouvé très bien dans le jardin, ça passait bien. Et des fois il suffit de pas grand-chose, quoi. Le choix se faisait sur une intuition de quelque chose qui semblait... C'était pas trop pictural, et en même temps ça ressemblait à un tableau, c'est qu'en fait c'est quelque chose de figé, un peu désincarné, c'est ça qui me faisait réagir. Et ça vaut même pour les lieux du film, parce que si on feuillette là, les éditions récentes d'une vie, ce que j'ai fait aujourd'hui, il y a plein de tableaux impressionnistes avec les falaises du coin de Normandie, tout ça. C'est quelque chose que tu as quand même franchement assez largement gommé du film. Je dis ça parce que dans le roman, il y a des scènes qui intègrent ces fameuses falaises, notamment la mort de Julien et de Fourville qui a lieu avec... espèce de cabane de bois qui est jetée à travers la falaise. Une roulotte, ouais. Une roulotte, ouais. Et que toi, tu as complètement décalé. Ouais, ça, c'est une réponse totalement de dramaturgie et de point de vue. C'est-à-dire qu'à un moment, a été décidé, et ça a été décidé à la fin du montage de la loi du marché. Donc, sans la loi du marché, je suis incapable de faire le lien. L'expérience de la loi du marché, en termes d'une certaine forme de liberté sur le plateau, et de dramaturgie est absolument essentiel pour moi comme expérience pour finaliser le scénario d'une vie. À ce moment-là, après avoir fini de monter le marché, je trouve que le fait d'être d'une manière ultra entêtante sur le personnage devient l'intrigue. On n'a pas forcément besoin de tisser une intrigue très, très développée, le personnage devient l'intrigue. Et finalement, je fais ça pour Jeanne. Ce qui fait que je passe d'un scénario de 125 pages à 100 pages. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai... Ça fait que je reste uniquement tout le temps sur elle. Donc le problème, c'est qu'à ce moment-là, je respectais la mort de Julien telle qu'elle est décrite dans le livre, c'est-à-dire que le curé va dénoncer l'adultère à Monsieur de Fourville, et Monsieur de Fourville s'est décrit dans le roman comme un fou, déboule chez Jeanne, voilà, il gueule et tout, et il part. Il sait donc que leurs amours interdites se font dans une roulotte en haut de la falaise, et il décrit la séquence qui est très belle, qui est très forte, le pluie, le vent, il abaisse le loquet de la roulotte, il détache les chevaux, et il les pousse dans le vide. Et donc, les deux meurent au pied de la falaise. Il s'écrase comme un œuf, dit Maupassant. Il s'écrase, voilà. Mais personne ne sait donc que c'est Monsieur de Fourville qui l'a fait. Et même, il y a un truc assez étonnant, c'est que Maupassant, il fait disparaître Monsieur de Fourville, on ne sait pas ce qu'il devient. Moi, je pense que Monsieur de Fourville, puisqu'il fait ça, ne peut pas rester lui en vie, parce que si on fait ça, c'est qu'il y a un amour, enfin, l'idée d'un amour tellement débordant qu'il ne peut pas rester sur Terre. Donc moi, je le fais mourir. Mais donc, le problème, c'est que je ne pouvais pas, au bout de, je ne sais pas, 1h15 de film, en point de vue unique sur Jeanne, me retrouver avec une scène où il y avait Monsieur de Fourville qui poussait sa roulotte. Ça n'avait pas de sens. Je ne respecte pas, à ce moment-là, ma grammaire. Je fais une faute de grammaire, à ce moment-là, très, très voyante. Et à ce moment-là, je pense que le spectateur, de manière consciente ou inconsciente, il ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas, ça. Et de la même manière que certains photographes se disent, bah, tiens, ma série de photos, je la fais au 50 ou dans un format carré, bah, moi, ma règle, c'était d'être à 100% du point de vue de Jeanne. Donc, je ne peux pas non plus... je me suis dit, à un moment, bah, ce que je vais faire, c'est que Jeanne va découvrir les corps au pied de la falaise, tout ça, mais ça, si je n'ai pas montré le meurtre, on ne va pas forcément comprendre que c'est M. Fourville qui a poussé, on ne comprend pas bien le truc. Et donc, je dis, bah, il faut faire autrement. Donc, je l'ai fait mourir par un coup de feu, et je fais mourir M. de Fourville après, et on voit avec le pistolet à main, donc on comprend que c'est lui qui a tué, et il meurt en même temps. Mais là, c'est le très gros changement avec le roman, indépendamment de choses que je n'ai pas filmées, de l'histoire du roman, mais ça, c'est un très gros changement. Et j'ai dû m'asseoir sur une très belle scène de pousser cette charrette. Le champ était trouvé, la charrette, on était en train de la chercher. Mais pour être très honnête, quand je voyais ces champs au bord de la falaise,
j'imaginais ma roulotte et je la trouvais un peu, elle n'était pas encore posée, mais je la visualisais, je la trouvais un peu posée exprès pour moi, quoi. Ça me le faisait pas. Donc on a construit une cabane dans un champ, et puis je les ai fait mourir dans ce champ. Eddie, tu viens de citer au passage une deuxième modification, c'est que ça n'est plus le curé qui dénonce l'adultère avec Madame de Florville. Si, c'est la méthode bien. Ouais, il y a quand même un moment où elle le voit elle-même dans le roman, il n'y a pas de moment où elle assiste à l'adultère. Quand elle est planquée derrière les herbes, là, et que oui, dans le roman, observe, ça n'existe pas. Oui, parce que dans le roman, elle est dans la nature, elle fait un tour à cheval, parce que Madame de Fourville l'a incité à faire du cheval. Elle fait un tour à cheval. Alors là, j'avais pas demandé à Judith d'apprendre pendant un an à faire du cheval, mais elle fait du cheval. Et dans le roman, je me souviens, il décrit que elle voit les deux chevaux, je crois, comme ça un peu sans cavalier. Et c'est en regardant deux oiseaux sur une branche en train de se bécoter qu'elle comprend le truc. Donc lui, par la littérature, il nous fait comprendre le truc. Mais je trouvais ça un peu, voilà, ça semblait un petit peu hasardeux pour moi. Et j'ai fait autrement. Je voulais très concrètement qu'elle les voie. Et je me pouvais me permettre de le montrer là, parce que l'autre, quand elle découvre Rosalie, on ne le montre pas. Elle le voit, mais on ne le montre pas. Donc, j'ai pas deux fois le même outil à l'écran. Petite dernière question, ou avant-dernière, on a le droit à deux. Madame. Ah, monsieur, alors quel micro? Oui, pour revenir sur le format que vous avez proposé, l'impression que j'ai eue, moi, c'est que vous êtes dans beaucoup de plans serrés sur le personnage en particulier de Jeanne, parce que vous faites des portraits. En fait, votre format, c'est plutôt du portrait. Ensuite, j'ai vu peu de perspectives, surtout dans les intérieurs, ce qui fait qu'ensuite, la décoration, le montant du lit ou la tapisserie 19e, on la prend dans la figure de très près aussi. Donc, certaines scènes, c'est deux portraits. Et juste derrière, je comprends, c'est les couleurs et les motifs de décoration du lit qu'on voit assez souvent. Donc, je pensais que c'était aussi une raison d'avoir ce format que vous avez choisi. Oui, après, c'est l'appréhension de chacun. Après, vous voyez, moi, mes explications, et encore que les explications que je donne, elles arrivent après. Hein. Au départ, c'est ludique, c'est pas très intellectuel, parce que c'est très organique, ce choix-là. Après, en même temps, il y a très peu de profondeur de champ, parce que je filme en très longue focale. Par exemple, tout ce qui est le soir, il y a très peu de lumière, donc en très longue focale, avec peu d'ouverture. Ça fait que quand il y a le point sur le personnage, 5 cm plus loin, il n'y a plus le point, et 5 cm avant, il n'y a plus le point. Donc, ça fait partie d'un décor, mais sur lequel je ne m'attarde pas tant que ça. J'ai eu pensé à un moment que je pouvais plus le montrer, mais je pensais que la maison aurait eu... elle a plus, il l'a décrit, elle est plus importante dans le roman. En fait. Et j'avais envie qu'elle soit plus importante, mais finalement, l'assemblage de toutes ces scènes de Jeanne dans sa maison fait, et ma façon de cadrer, fait que la maison n'existe pas tant que ça. Et que je ne peux pas mettre en scène l'arrachement à la maison à la fin. Alors qu'il décrit, il y a quelque chose de très beau quand il le décrit dans le roman, c'est qu'il décrit la maison qui s'éloigne, les roues qui s'arrachent à la terre collante des peuples. Donc moi j'ai tout ça, j'ai la terre collante et tout, mais je l'ai tourné ce plan d'éloignement de la maison comme ça, et ça ne fonctionnait pas. C'était un peu clicheton, puis c'est surtout que ça ne faisait pas partie de la... C'est comme si je voulais forcer à ce moment-là une espèce de mélancolie du départ qui n'est pas construite auparavant. Donc voilà, je n'ai pas ça, et j'ai eu pensé au moment du scénar que ça aurait pris plus de place. Mais c'est vraiment lié au cadre, en fait, finalement, que la maison est moins importante que dans le roman. Avant de passer la parole pour la dernière question, je cite juste un plan qui pour moi est très beau sur la question de l'enfermement, c'est le plan où ils font l'amour, qui est un plan où elle est particulièrement fixe et coincée, oui. Y compris parce qu'il y a des effets de surcadrage, là on voit des morceaux de tissu à droite, au-dessus, à gauche, enfin elle est vraiment entièrement sous son emprise et dans l'impossibilité complète de bouger. Voilà, et il y a plusieurs fois dans le film des effets de surcadrage de ce type-là qui vraiment la condamne, l'enferme, lui empêche d'être libre, contrairement au rêve qu'il apportait précédemment. Ouais. Oui, j'ai eu l'impression très étrange pendant tout le film
de voir que des personnages ou de profil, ou très souvent même de dos, ce qui est quand même assez rare au cinéma, et que même les personnages entre eux, finalement, se regardaient assez peu. Ce qui fait que le film entier a très rarement des regards. C'est pour qu'on soit pas trop avec eux, c'est parce qu'ils sont pas du tout avec nous. Ou c'est parce qu'ils sont même chacun tout seul, finalement. Je pense que c'est exactement le contraire, ça pourrait être encore plus avec les gens que je ne me montre pas intégralement. C'est-à-dire que c'est ma démarche, après, l'appréhension de chacun, c'est autre chose. Mais moi, une grosse partie de mon travail et de mes questionnements au moment d'écriture du scénario et du tournage, c'est justement de laisser, tout en ayant conscience qu'il ne faut jamais perdre le spectateur, on va dire qu'il faut qu'il suive l'histoire, qu'il ne soit jamais perdu. En même temps, c'est quelque chose de très important pour moi, c'est de ne pas tout expliquer. Donc, de ménager des espaces vacants dans la narration pour que le spectateur puisse y projeter de sa propre histoire. À ce moment-là, si une émotion naît à un moment du film, pour moi, elle doit naître plus de la projection du spectateur de sa propre histoire, de ce que la manière dont ça résonne en lui, que de ce qui est en train de se passer à l'écran. L'histoire projetée n'est qu'un outil pour faire résonner quelque chose chez le spectateur de sa propre histoire. Et pour filmer, dans le filmage, c'est pareil. Je n'ai pas besoin de filmer quelqu'un de face en train de pleurer pour montrer qu'il est ému. C'est-à-dire que si j'en filme, pour moi, suffisamment pour que le spectateur puisse y projeter, pour s'accrocher à quelque chose, le reste, c'est lui qui va projeter quelque chose du visage de l'acteur. Et moi, ça me suffit, en fait. Voilà, je tente de mettre ma caméra en plus à... Non, je ne mets pas les personnages à l'endroit qui m'arrange pour ma caméra. Je me mets, je filme d'où je peux. C'est-à-dire que les acteurs se mettent à l'endroit juste, qu'ils décident, qu'on décide ensemble, et moi, je me démerde autour. Et si je ne peux pas les attraper de face, je les attrape pas de face. Mais en plus, je ne veux pas jamais donner le sentiment qu'ils ont été mis au bon endroit pour moi. Donc, il y a une démarche un peu, très clairement, de documentaire, c'est-à-dire je me mets où je peux. Mais comme c'est une fiction, je fais croire que je me mets où je peux. C'est-à-dire que j'organise le truc pour que ça fasse comme ça. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du documentaire. Moi, la fiction, elle est écrite, c'est le scénario. Le reste, pour moi, c'est du documentaire. Je fais un documentaire sur Judith, je fais un documentaire sur Jean-Pierre, sur Yolande, sur Swan. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Je filme des gens, je ne filme pas des personnages. Les personnages, c'est la construction, c'est dans le regard du spectateur. Il voit Jeanne Delamarre, Julien Delamarre, et Baron et la Baronne. Mais parce que on leur a dit que c'était Baron et la Baronne. Moi, je suis au plateau, je suis avec Judith, donc je filme Judith. Et donc je leur dis d'ailleurs, je dis, moi, il n'y a que vous qui m'intéressez. N'allez pas, on ne parle pas du personnage. Je m'en fous, je m'en cogne en fait. Il existera parce qu'il y a un scénario. Donc, je procède vis-à-vis des acteurs, comme je procède avec la place de ma caméra. C'est une démarche très documentaire pour faire le film le plus réaliste de possible. Et donc, je ne suis pas forcément là où ça m'arrange. Je pose la petite dernière, juste pour le plaisir, parce que c'est un petit écart dernier. Non, c'est que la question du mensonge est vraiment très structurante dans le récit, dans le livre comme dans le film. C'est-à-dire cette vision que le monde adulte, c'est quand même un monde de mensonges auquel elle se cogne très régulièrement. Mensonge de sa mère avec les adultères successifs, etc. Tout le monde. Et ça ressurgit à un moment où, sauf erreur, il n'est pas dans le livre, c'est sur le mensonge potentiel du fils vis-à-vis de sa femme et de la naissance de sa fille à la toute fin du roman, où cette fois Rosalie, et je crois que c'est un ajout que tu fais, dit mais si ça se trouve c'est pas vrai, et part à Paris pour vérifier si c'est vrai ou pas. Voilà. Et je voulais savoir pourquoi tu avais rajouté cette touche-là qui n'est pas dans le bouquin et qui donne un dernier prolongement à cet axe sur la vérité et le mensonge. Parce que c'est pour créer un enjeu. C'est pour pas que la dernière, c'est pour que mon travail, c'est que à chaque fois qu'une scène démarre, je ne sais pas ce qui va. Je veux que le spectateur ne sache pas ce qui va se passer. Tout ce qu'on voit n'est pas préparé avant. Et que si, avant qu'elle aille à Paris, je sais déjà que c'est vrai que le gamin existe, s'il n'y a pas eu un soupçon qui a été évoqué, je n'ai plus d'enjeu et un peu de suspense pour la dernière séquence. Donc, je le fais volontairement exister par la voix de la nourrice pour créer un enjeu dans la dernière séquence.
Eh bien, merci Stéphane Osier pour cette leçon de cinéma. À demain. Merci d'être resté. Super, merci à vous. Bonne nuit.